L'archéologie est une science pluridisciplinaire dont l'objectif est de reconstituer l'histoire de l'humanité depuis ses débuts jusqu'à nos jours en étudiant les traces laissées sur et dans le terrain. Les découvertes sont souvent le fruit du hasard, à l'occasion de fouilles pour la construction d'immeubles ou d'ouvrages de génie civil. Cette science remonte au XVe siècle avec Cyriaque d'Ancône, un humaniste italien qui fut le premier à s'intéresser aux monuments antiques grecs et romains. Elle fait appel à de nombreuses autres disciplines scientifiques, la géographie, la géologie, la botanique, la paléontologie, l'ostéologie, la datation au carbone 14 et j'en passe. Grâce à cette collaboration multidisciplinaire, de nombreuses hypothèses ont pu être confirmées ou infirmées. Le chantier de l'autoroute traversant l'agglomération de Neuchâtel a été une superbe occasion de recherche et de découverte archéologique. Le matériel excavé a aussi permis de créer un nouveau terrain pris sur le lac pour édifier le musée archéologique de Hauterive-Neuchâtel. La promenade au musée vaut déjà la peine rien que pour admirer le paysage depuis son parc qui est d'accès gratuit. On arrive sur place avec le bateau depuis Neuchâtel ou en voiture dans un vaste parking. À quelques encablures du lieu, l'hôtel Palafite, un 5 étoiles créé pour Expo 02. Entrons donc dans ce parc et rendons-nous de suite à l'étang de 6000 m² qui a été construit au niveau où se trouvait le lac au XIXe siècle. Entre les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, il y avait une région qu'on appelle toujours le Seeland. Cet endroit était très marécageux et il y avait beaucoup d'inondations. Donc les gens qui en avaient marre ont fait la première correction des eaux du Jura, mais quelques années plus tard, ils s'étaient rendus compte que ça n'avait pas suffi, donc ils ont dû faire la deuxième correction des eaux du Jura. Ici, on peut se rendre compte à quelle hauteur était le niveau du lac à cette époque. Nathan a raison, au XIXe siècle, avant la première correction des eaux du Jura, qui a été réalisée entre 1868 et 1878, le Seeland, région située entre les trois lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, n'était qu'un immense marécage très peu productif. Ses habitants, sujets aux épidémies, étaient extrêmement pauvres. Le dessin montre en vert les zones de marécage et le cours capricieux de l'Ar. Il a fallu un large consensus entre les cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg, Berne et Soleure, ainsi que la Confédération, pour réaliser cette œuvre titanesque pour l'époque. Sur le dessin ici présent, on voit, chiffre 1, le canal de Agneck, endiguement de l'Ar, qui se jette uniquement dans le lac de Bienne. Cet ouvrage fut particulièrement complexe, vu qu'il obligeait de creuser un chenal sur 900 mètres, profond de 34 mètres, évacuant ainsi 1 million de mètres cubes de terre et de rochers. Chiffre 2. Le canal de la Thielle, déjà existant, conduisant les eaux du lac de Neuchâtel au lac de Bienne, mais aménagé en profondeur et en largeur. Chiffre 3. Le canal de la Broye, permettant la vidange du lac de Morat dans celui de Neuchâtel. Chiffre 4. Le canal de Nidau-Buren, entièrement sur territoire bernois, servant à la vidange du lac de Bienne. Avec ce système, les lacs deviennent vases d'expansion en cas de crue abondante et réceptacles des limons charriés par l'Ar. Cette première correction sera un important progrès, mais n'empêchera pas la crue de 1910 d'inonder une partie du Seeland. La deuxième correction des eaux du Jura se fera entre 1963 et 1972, consistant en la création de barrages sur l'Ar et d'élargissement des canaux existants, permettant de conserver une partie des eaux de l'Ar dans le lac de Bienne lorsque l'Aimée débite trop. Conséquence de ces corrections. Premièrement, l'Ar est maintenant navigable de Bienne à Soleure. Deuxièmement, les inondations sont beaucoup plus rares et moins dévastatrices. En 2007, il y eut cependant une inondation assez importante. Troisièmement,
Le Seeland est devenu l'une des régions les plus fertiles du pays, entre autres célèbre pour sa culture de betteraves sucrières autour d'Arberg. Quatrièmement, l'abaissement du niveau des lacs a permis dès le XIXe siècle les recherches archéologiques sur le site de la Tène au niveau de la Thielle. Allons maintenant visiter le parc. Grâce à la palynologie, autrement dit l'étude des pollens avec datation au carbone 14, on peut reconstituer un sol de toundra d'il y a environ 15 000 ans. Voici une maison lacustre datant de l'ère du bronze, soit pour celle-ci environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Construite sur pilotis, elle n'était pas située sur un lac, comme vous l'avez peut-être appris dans vos cours d'histoire, mais en bordure de celui-ci. Cette surélévation évitait les inondations et donnait une certaine protection contre les attaques d'animaux. Une embarcation en bois était certainement présente, car cela permettait aux habitants de se déplacer et de pêcher. Il s'agissait de troncs d'arbres creusés grâce au feu et des haches. Les clôtures permettaient de garder quelques animaux déjà domestiqués. À l'intérieur, on retrouve les paniers, des récipients en bois, des outils et instruments pour la cuisine, du bois de feu. 2 témoins de rites funéraires se trouvent dans ce parc. Ici, un tumulus, amas de terre circulaire recouvrant une sépulture. Là, un dolmen, monument du néolithique, rarement présent en Suisse, trouvé entre Auvergnat et Colombier. Il est constitué de plaques verticales de schiste et d'une ou plusieurs dalles de couverture. Au bord du lac, un tronçon de pont celtique du type de celui de Corneau, découvert en 1965, effondré probablement suite à une crue de l'Ar. Il devait mesurer environ 90 mètres de long. À côté, un port-canal romain. La grande barge servait au transport de blocs de calcaire des carrières du Jura pour la ville d'Avenches. C'est à cet emplacement que l'on a découvert les ruines d'un village lacustre d'environ 3800 ans avant Jésus-Christ. Voici une reconstitution basée sur les traces retrouvées dans la vase du lac, sur une hauteur ne dépassant guère 30 cm. Il s'agissait de pieux en bois et de divers matériaux éparpillés. Si l'on est bien documenté sur les fondations de ces constructions souvent groupées par 10 ou 15 huttes, puis une cinquantaine à la fin de l'âge du bronze, on ne sait pas grand-chose de leur toiture. Était-elle en chaume ou autre? Comment était la charpente? Les archéologues ont donc ici imaginé une solution. À côté de l'entrée, un jardin romain présentant des fleurs d'ornement et des plantes aromatiques. Et, chance extraordinaire et très rare, un lacustre se balade sur le lac avec son embarcation. Dans ce parc de 2,5 hectares se situe le musée lui-même, sur 2500 mètres carrés d'exposition, qui couvre les périodes depuis ce que l'on appelait les hommes des cavernes jusqu'au Moyen-Âge. La présentation est attractive. Le bâtiment a reçu le prix Minergie en 2004 et le prix du musée du Conseil de l'Europe. Pour la visite, nous allons remonter le temps. 50 000 ans d'histoire. Le pavillon L'homme, le temps, l'environnement présente des visages reconstitués à partir de squelettes. Mesdames, messieurs, faites votre choix. Y trouvez-vous un compagnon ou une compagne de vos rêves? Le pavillon Lumière médiévale de 476 à 1600 après Jésus-Christ nous présente tout naturellement le château et la collégiale de Neuchâtel en 1450 avant l'incendie. La construction a débuté au XIe siècle dans un mélange de style roman rhénan et gothique. Cette paroi présente divers chapiteaux de colonnes ainsi que des frises découverts lors de fouilles archéologiques. Ces statues des apôtres Pierre et Paul encadraient autrefois le portail sud de la collégiale de Neuchâtel. La statue de Saint-Nicolas a aussi trouvé le chemin du musée. À la fin du Moyen-Âge, 6 villages du Val-de-Travers reçoivent des franchises pour la gestion économique et la basse justice. Ce bâtiment est alors construit comme local de délibération. La tuile plate est le moyen classique de couverture des toits dans cette région,
à la différence du sud où l'on a adopté la tuile canal. L'invention du fourneau à catel favorise la création d'une nouvelle pièce d'habitation et inspire les artistes. Les rites funéraires ne sont pas oubliés. La maquette de cette pêcherie d'un ancien bras de la Thièle confirme l'importance de la pêche à cette époque. Ces installations appartenaient aux seigneurs laïcs ou ecclésiastiques qui les louaient. Reste de l'épave d'un navire non ponté au XVIe siècle à Haute-Rive. Il transportait des barres de fer en direction de Soleure. Avenches, c'est le monde romain de moins 476 à plus 1 après Jésus-Christ. Comme dans chaque musée archéologique, on retrouve les classiques vases, plats, mais aussi des pierres de Meule. Plus intéressant maintenant, la maquette de la prestigieuse villa de Colombier, l'un des plus beaux palais gallo-romains de Suisse. Empruntons maintenant ces quelques escaliers pour rejoindre 5000 ans de navigation. Dans notre région, s'il n'y avait pas de mer, on avait des lacs. On y voit ici un chantier naval comme celui trouvé près d'Yverdon, avec fabrication du chaland gallo-romain de Bevet, ainsi qu'une pirogue préhistorique taillée dans une seule pièce de bois. Ces photos murales nous montrent les étapes de la construction de la copie du chaland gallo-romain de Bevet, réalisée par l'entreprise Archéo-Développement à Cortaillot. Et, exposée au sol, l'épave du dit chaland, une embarcation à fond plat d'une vingtaine de mètres de long, découverte dans le lac de Neuchâtel en 1961. Les Celtes de la Tène, l'âge du fer, de 1 à 800 ans après Jésus-Christ. Le site de la Tène, à l'embouchure de la rivière reliant les lacs de Neuchâtel et Bienne, est extraordinaire par le nombre et la diversité de ses découvertes. Ossements humains et animaux, outils en fer, éléments de char, ponts, etc. C'est cette notoriété qui a fait que l'on a donné son nom à la civilisation celtique du second âge du fer. Le mont Vuilly, entre les lacs de Morat et de Neuchâtel, a abrité un oppidum, place fortifiée celtique, sur 50 hectares. Sur l'image, la face ouest, longue de 600 mètres, faite de poteaux verticaux, de planches horizontales et de pierres sèches. C'était probablement un centre commercial et artisanal. La civilisation celte et son esprit guerrier étaient répandus de l'Atlantique à l'Asie mineure. Le cheval, instrument essentiel, était tout à la fois monture et animal de trait, avec des chars et leurs roues solidement assemblés pour les transports et la guerre. Parallèlement, cette civilisation nous a laissé des vestiges impressionnants de finesse en ce qui concerne la confection de bijoux et d'objets de tous les jours. Les lacustres, 800 à 5500 avant Jésus-Christ. Nous avons déjà visité un lotissement de cette époque à l'extérieur du musée. La région des lacs sur le plateau suisse a été bien habitée à cette période. Les habitants vivaient de la pêche, de la chasse, de la culture des champs et de la présence de quelques animaux domestiques. Les maisons construites sur pilotis se trouvaient au bord des lacs, dans des zones souvent marécageuses liées à des niveaux d'eau très variables. L'exposition montre des objets ménagers en terre cuite, en osier, des bijoux et des aliments cultivés alors. Ici un tableau avec une fausse idée du monde lacustre avant les recherches archéologiques récentes. Remontons encore dans le temps, sur la piste des chasseurs, de 5500 à 13 000 ans avant Jésus-Christ. Les hommes vivaient dans des tentes en peau de bête facilement démontables.
Ils s'assemblaient en petites communautés souvent rivales. Leurs outils étaient sommaires, des fourrures d'animaux chassés, des os plus ou moins taillés, des pierres pour faire du feu. Leurs ossements a permis de reconstituer un peu leur histoire. Passant par-dessus la période glaciaire de 13 000 à 40 000 ans avant Jésus-Christ, on arrive au pays du Grand Ours jusqu'à 100 000 ans avant Jésus-Christ, période moustérienne. Les documents sont beaucoup plus rares. En Suisse, on a la grotte de Cotanché dans les gorges de l'Areuse, canton de Neuchâtel, un habitat de 200 mètres carrés. Les découvertes sont enfouies jusqu'à 4 mètres de profondeur. Ossements d'animaux, pierres diverses, pollen, même un crâne humain de femme.